Maître Donald Kabasele, où en étant avec le gouvernement d'union nationale, il semblerait que le rapport a été déjà fait au chef de l'État par son conseiller spécial en matière de sécurité, Ebran Kashmir Kolingele, qui avait mené ces consultations. Est-ce que c'est hypothétique ou c'est réel? C'est réel, d'autant plus que c'était au vu et au su de tout le monde que le conseil spécial du chef de l'État a mené des consultations. Et je pense que vous avez vu que j'étais à la tête d'une grande délégation de communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, que j'avais effectivement l'honneur d'amener auprès du conseil spécial. Au même moment, quand vous dites sans l'opposition, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais à mon sens, et je pense que même les auditeurs qui nous suivent en ce moment vont convenir avec moi qu'il y a eu plusieurs couches sociales qui ont été se faire consulter auprès du conseil spécial. Notamment, il y a des partis politiques d'opposition qui sont très connus et très expressifs également. Très connus, on parle de Mosito seulement? Non, pas seulement Mosito. Vous avez vu qu'il y a des branches de FCC, certaines personnalités politiques qui sont également allées se faire consulter par le conseil spécial. Surtout que dans ce format, nous gardons un aspect beaucoup plus démocratique de la chose. On ne peut pas se mettre là à imposer aux gens d'aller se faire consulter. Ils gardent leur liberté parce que c'est ce que dit notre Constitution, mais tout en gardant leur liberté et tout en exprimant leur liberté, certains sont partis et certains ne sont pas partis. Voyez-vous? L'idée de cet appel du chef, c'était effectivement d'unir les tendances autour du chef, parce que dans un pays qui est en proie à la guerre comme le nôtre, on n'a pas besoin d'être opposé. C'est le moment où le fils du pays, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de la société civile, qu'il soit des confessions religieuses, on devrait se retrouver pour parler, parce qu'il s'agit de la survie de notre pays en tant que nation. Il s'agit de notre position en tant que pays qui est menacée. Voyez-vous, si aujourd'hui la RDC disparaît, je ne vois pas où est-ce que les opposants iront faire leur opposition. Si aujourd'hui la RDC n'existait pas, je ne vois pas comment ceux qui prétendent vouloir avoir le pouvoir, où est-ce qu'ils seront? Parce que dans ces cirques, il y a beaucoup de jeux qui se jouent. Tous les acteurs qui viennent, chacun a des agendas cachés. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin de balkaniser le pays. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin que leur société ait des contrats. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin de prendre de pans et de pans de territoire du pays. Mais dans tout ça, c'est que le chef de l'État était en train de parler à la conscience de ces Congolais-là. Ceux qui peuvent se dire, écoute, nous avons des oppositions, nous avons des positions controversées sur l'approche de gestion, sur les politiques publiques, mais au moins pour une fois, on pouvait se mettre autour du chef de l'État ou de ses services pour montrer ce que nous on pense faire, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que nous avons comme considération par rapport à la gestion de notre pays. Moi je pense que plutôt que de refuser de partir, les amis auraient mieux fait d'aller signifier au conseil spécial du chef de l'État leur mécontentement ou ce qui ne marchait pas. Donald Kabasele, voilà. Est-ce que n'êtes-vous pas passé, je veux dire, n'êtes-vous pas détourné des objectifs poursuivis par ces consultations dès lors que l'on constate un manque d'inclusivité? Bon, écoute, je vous ai dit qu'il y a un aspect démocratique dans tout ce que nous menons comme démarche. Voyez-vous, nous sommes un État qui prône la liberté. Nous sommes, par exemple, il y a des partis politiques qui prônent la démocratie. Je parle de mon parti politique, l'UDPS, qui est un parti de grande liberté. Vous voyez? Ça veut dire que ces partis politiques, ces personnalités politiques, ces personnalités de la société civile, de l'opposition, tout comme de la majorité, ils ont la liberté d'accepter ou de ne pas accepter une proposition qui viendrait du pouvoir. Voyez-vous? Alors, s'ils le refusent, c'est de leur droit de refuser, ce qui est d'ailleurs un droit constitutionnel. Ceux qui ont accepté, alors accepté aussi, à juste titre, qu'ils ont usé de leur liberté
pour venir participer. Mais une chose est vraie, c'est que de ceux qui sont venus, il y a une représentation de ceux du pouvoir, il y a eu ceux de l'opposition, certains qui sont venus, et certains autres qui ont refusé de venir. La société civile, je pense bien dans sa diversité, elle a répondu présent à l'appel. Non, ce n'est pas le président de la République. Vous voyez? Donc, il est de la liberté de chacun de dire, il vient ou il ne vient pas. Ça, c'est un fait. Mais moi, j'essaye de voir la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes un pays menacé de déchirements et de balkanisation. Il y a plus de 10 pays qui se battent dans notre pays pour des intérêts obscurs et pour des agendas cachés. Est-ce que nous, Congolais, devrions-nous être dans une distraction de dire que Tshisekedi s'occupe de ses oignons, ou on doit se dire, avec Tshisekedi, nous pouvons refaire l'unité du pays? Vous voyez? Et d'ailleurs, je suis très heureux parce qu'à l'annonce de la fin de ces consultations, les conseillers spéciaux du chef de l'État avaient dit que les contacts sont publics, comme ça se faisait, et tout comme ces contacts-là étaient également occultes. Ça veut dire, ceux qui ne voudraient pas être vus par la population, par des caméras, ils ont la liberté de voir le conseil spécial en toute discrétion, faire des propositions et partir. Et là, une marge avait été laissée à ceux de l'opposition, et les autres qui n'ont pas pu avoir l'occasion de rencontrer le conseil spécial, avant le dépôt, bien sûr, du rapport qui a été déposé. Le rapport a été déjà déposé ou bien? Et tout ça. Donc, les rapports ont été déposés parce que le chef ne vous donne pas un travail que vous faites et puis le rapport va compliquer. Pas du tout. Il y avait tout un secrétariat qui avait été mis en place. Il y avait un collège d'assistants. Donc, tout était bien planifié et tout va très bien se passer parce que du gouvernement d'Union nationale, nous attendons, et je l'ai même dit dans nos propos, que nous avons plaidé pour un gouvernement beaucoup plus réduit parce que nous avons des problèmes de finances, vous voyez. Nous avons besoin d'un gouvernement de technocrates, mais qui sont également des politiciens parce que un technocrate, comme vous l'entendez, c'est un technicien de base, mais il faut une dose politique parce que nous sommes en guerre, nous sommes un État en guerre, vous voyez. Il y a une approche qui peut être beaucoup plus guerrière et une approche aussi technique qui doit figurer. Nous avons également voulu que ce soit un gouvernement, on va dire, de personnes qui peuvent se dépasser, qui ont l'amour de leur pays, qui peuvent se battre jusqu'à au sacrifice suprême pour le pays. Parce que nous avons vu certains, quand ils ont vu Nanga vouloir un tout petit peu avancer, certains ont fui le pays, certains sont partis, ont rejoint Nanga, certains sont pas. Alors que c'est des gens avec qui nous étions. Vous voyez? Donc, il fallait que ce soit un des critères pour effectivement faire partie de ces gouvernements d'union nationale. Au-delà de ça, nous avons voulu que ça soit un gouvernement de personnes qui ont l'expertise nécessaire pour faire entrer suffisamment de fonds dans les caisses de l'État. Parce qu'il y a un fait, mon frère. C'est que la guerre, comme nous la faisons, elle demande de moyens. Et les moyens que la guerre demande, ce sont les moyens qui peuvent nous aider à payer les fonctionnaires, à payer les militaires, à payer tous ces gens. Vous voyez, le pays s'ébat. Nous avons une économie qui s'est montrée résiliente. Nous résistons jusque-là par rapport à la guerre qui nous est imposée. Mais cette guerre, pour la financer, on a besoin d'argent. Et rappelez-vous, hein, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'économie européenne était par terre. Ça, beaucoup de gens ne voient pas. Et il fallait que les Américains amènent, après 60 millions de victimes que la guerre mondiale a pu faire, il fallait que les Américains proposent le plan Marshall pour voir comment on pouvait relancer l'économie. Et à ça, nous pensons que même le gouvernement qui doit être mis en place, ça doit être un gouvernement qui, dans son plan, doit imaginer comment avoir suffisamment de fonds pour financer la guerre et voir comment nous pouvons maintenir le rythme, l'équilibre, comment nous pouvons faire deux pas sur le plan économique pour que notre population ne pleure pas. Alors, Maître Donald Kabasele venait de le dire ici que ceux qui n'ont pas été consultés, en l'occurrence, ça moi-même je cite, hein, les Fayoulou, c'est Sanga, Katumbi, Kabila et les autres peuvent rencontrer
le conseil spécial du chef de l'État pour lui soumettre leurs préoccupations. Pensez-vous que leurs préoccupations seront prises en compte en dehors du cadre circonscrit en vue de la formation du gouvernement d'union nationale? Ben, écoute, le président, quand il a parlé de l'ouverture, il n'a pas cité quelqu'un. Ça veut dire, il n'a pas été partisan. C'est un message destiné à chaque Congolais qui pense que notre pays est agressé et qui pense avoir quelque chose, avoir une pierre à rajouter à la construction de cet édifice. Voyez-vous? Mais c'est vrai, parmi les gens que vous citez, il y a d'autres personnes, quand vous suivez leurs actions, notamment Joseph Kabila, que vous venez de citer, voyez-vous, vous avez suivi que au moment où la guerre décime notre peuple, au moment où nos frères et nos sœurs de Goma vivent dans des conditions les plus difficiles qui soient, au moment où les Congolais sont lâchement tués par le M23 AFC, au moment où le chef coutumier, le chef du village, les gens sont lâchement assassinés à Goma comme à Bukavu, vous avez un ancien président de la République à qui ce pays a tout donné, tout donné, tout donné. Il est venu, nous l'avons vu venir, il a pris le pouvoir, il a bénéficié de l'empathie de cette population, qu'il a applaudi. 18 ans après, vous avez ces présidents-là qui se disaient démocrates, qui se disaient le père de l'alternance pacifique, qui vous dit, je vais aller à Goma pour voir comment résoudre la situation. Voyez-vous? Et donc, c'est vrai que cette espèce de gens, vous comprenez que visiblement, ce n'est pas la paix voulue par le chef de l'État, encore moins la cohésion nationale telle qu'elle s'est faite, qu'ils veulent. Justement. Et ils veulent autre chose. Alors, puisque vous l'avez cité, on va déjà aborder cette question de Joseph Kabila. Et je rappelle notre standard pour ceux qui nous suivent. Voulez-vous participer à l'émission et poser vos questions à l'invité? Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Maître Donald Kabasele, puisque vous avez parlé de lui, Joseph Kabila, je rappelle qu'il fait face à des poursuites judiciaires pour sa participation que certains considèrent ici supposée dans les conflits au nord et sud Kivu. Et puis il fait face à une suspension de son parti politique. Son parti politique a été suspendu de toute activité et saisi de ses biens. Ses biens ont également été saisis. Est-ce que le président de la République, excusez-moi, Maître Kabasele, Félix Tshisekedi, n'en fait pas un peu trop? Lui qui veut la cohésion nationale, lui qui est en négociation pour parler avec le rebelle, lorsqu'il mène cette chasse sorcière contre Joseph Kabila. Ben, je ne vous entends pas parler. Vous dites que le président en fait de trop parce que on demande d'enquêter sur Joseph Kabila. Mais écoute, tout l'AFC, je ne sais pas si c'est toute l'AFC, Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, sur 100% de membres qui les constituent, 70% sont des militants du PPRD. Il y a aussi ceux de l'UDPS. Je vais arriver là. 70% sont des militants du PPRD qui ont rejoint Nangaa là où il était, qui ont commencé son mouvement, qui s'affichent avec Nangaa jusqu'aujourd'hui. Ils sont connus, le Henri Magie et les autres. Oui. Vous avez déjà entendu le PPRD les exclure de son parti politique? Pas du tout. Vous avez déjà vu le PPRD déclarer leur auto-exclusion? Pas du tout. Vous avez déjà entendu le PPRD condamner l'agression de notre pays à l'Est? Pas du tout. Alors que nous voyons qu'ils ont des membres dans cette alliance, de membres, j'allais dire, influents du PPRD, sont avec Corneille Nangaa. Ils ne le suspendent pas, ils ne le sanctionnent pas, ils ne disent rien sur eux,
Ils n'ont jamais condamné Nanga comme ils n'ont jamais condamné la M23. Plutôt que de condamner, Joseph Kabila passe devant la presse et il dit que la M23 c'est un mouvement congolais. Que la M23 avait des revendications légitimes. Ça c'est un ancien président qui dit ça. Alors que tous les Congolais savent que la M23 c'est les Rwandais. C'est des militaires rwandais qui sont sur notre sol, qui sont en train de piller et de tuer. Les Congolais le savent. Mais l'ancien président est censé le savoir. Il ne peut pas faire le gogol, pas du tout. Il ne va pas faire le naze. Il connaît que, effectivement, c'est ça, mais il a décidé d'appuyer le M23. Après sa sortie médiatique, vous avez vu comment il y a eu presque une récupération pour essayer de tempérer la situation avec une communication beaucoup plus ambiguë qui ne condamnait pas, qui ne faisait rien, mais des déclarations de spectacle des gens du PPRD qui, malgré cette communication, n'ont rien fait pour condamner l'ennemi ou l'agresseur. Alors aujourd'hui, vous avez ce même PPRD-là, par le biais de son président, qui annonce qu'il sera à Goma. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. On va parler de la partie orientale. Tout le monde sait que Goma est sous contrôle du M23. Ça veut dire que si vous voulez y entrer, Nanga doit vous autoriser à y aller. Mais est-ce qu'on l'a vu, on a réellement vu Kabila à Goma? Ou bien sa présence présumée à Goma était une aubaine pour Kinshasa de lancer... Vous devriez vous rassurer d'une chose. Oui. Avant de nous perdre, c'est Joseph Kabila qui soutient le M23 et l'AFC. Le président l'avait toujours. Il est aux côtés de son frère, comment il s'appelle encore, le Rwandais Paul Kagame, avec qui ils sont en train de cogiter des choses, avec les Museveni et les autres. Ça, c'est la pire vérité. La vraie vérité, c'est celle-là. Il suffit juste de suivre l'interview de Joseph Kabila. Vous n'avez pas de questions à vous poser. On lui pose la question par un journaliste. Les M23 agressent ton pays. Qu'est-ce que tu dis? Le journaliste est clair. Vous avez suivi vos confrères de la radio sud-africaine qui ont dit, mais le Rwanda, l'Ouganda soutiennent le M23 et l'AFC qui attaquent votre pays. Quelle est votre lecture? Il dit que le M23, ce n'est pas un mouvement rwandais. C'est congolais. Il dit qu'ils ont des revendications légitimes. Qu'est-ce que vous voulez encore chercher? Vous avez besoin qu'on vous dise quoi pour comprendre que Joseph Kabila est derrière ce mouvement? Donc, qu'il passe par Goma ou par Bukavu, qu'il dise qu'il va à partir de l'Est, qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas. Vous voyez? Mais sur la question... Non, mais ça ne change rien de son soutien qu'il apporte au M23. Sur la question de ses acquaintances avec ce mouvement rebelle, il avait demandé que Tshisekedi lui apporte justement des preuves. Non, mais quelle preuve vous voulez qu'on lui apporte? Une photo avec Nanga? Mais il a des discussions qui sont, on va dire, régulières avec Nanga, Museveni et Kagame. Ils se rencontrent. Et ça, je peux vous rassurer que nous avons des services qui ont toutes ces informations avec Joseph Kabila. Et regarde, on a essayé juste de faire une perquisition dans un bâtiment suspecté lui appartenir. Mais combien de tenues militaires ont été trouvées là-bas? Alors, maître de... Non, vous pensez que... Écoute, s'il vous plaît, je veux qu'on soit sérieux. Nous sommes un pays en guerre. Vous apprenez qu'il y a un ancien président qui finance la guerre. Vous apprenez qu'il y a des tenues militaires même ici à Kinshasa. Selon vous, si Tshisekedi doit rester démocratique, donc on va apprendre qu'il y a des tenues militaires, qu'il y a des armes, qu'il y a ceci. Donc on va laisser, on va dire... on fait rien. Où est-ce qu'on a trouvé ces armes-là? À votre avis, on a créé des effets militaires qu'on a mis là-bas, c'est ça? Parce que non, s'il vous plaît, prenons-nous au sérieux. Nous sommes un gouvernement. On a perquisitionné, on n'a pas perquisitionné Kingakati. Ah oui, bien sûr. Imaginez si on perquisitionnait Kingakati. C'est 32 000 mètres carrés, hein, 32 000 km carrés, c'est presque Paris. C'est presque Paris, Kingakati. 32 000 km carrés. Voyez-vous? Alors, vous pensez que tout ça est... Donc, écoute, dès qu'il y a des suspicions, surtout si on n'a rien fait,
on serait le premier à dire venez, on va voir ensemble. Vous dites qu'il y a des suspicions et donc vous êtes dans les supputations aussi, maître. Non, mais les enquêtes judiciaires, moi je suis avocat de formation et de carrière. Les enquêtes judiciaires, tout comme policières, elles commencent lorsqu'il y a une dénonciation ou il y a une plainte. La dénonciation, c'est une suspicion. Vous voyez, on parle de suspicion parce qu'il faut que les juges établissent de fait, qu'ils tirent de fait la conviction que ce qui était suspect est réellement vrai. Comment ça va se réaliser? C'est quand les enquêteurs auront fait leur travail. Voyez-vous? Donc quand on parle suspicion, supputation, on parle de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut juste dire qu'il y a d'ailleurs un point de départ. Et qu'on peut exploiter ce point de départ pour voir la suite. Moi, je serais Kabila, si je n'ai rien fait, je laisserai mes résidences être perquisitionnés. Et au vu aussi de tout le monde, je dirais par exemple, on dit que chez moi j'ai des armes. Mais parce que je suis un homme public, je considère que c'est une injustice que j'ai subie. Je pourrais autoriser ou demander l'autorisation au procureur que quand les enquêtes seront en train de se faire, je veux qu'il y ait des caméras et des acteurs indépendants qui vont... Mais quand quelqu'un refuse, mais pourquoi tu refuses? Si tu n'as rien, si tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de munitions, tu n'as rien, pourquoi tu refuses? Donald Kabasele, en gelant les avoirs de Joseph Kabila, en les poursuivant en justice, est-ce que une guerre n'est peut-être pas ici déclarée entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, les deux hommes qui étaient jadis des alliés? Moi je pense que notre ancien président n'est pas bien conseillé. Il est mal conseillé. C'est effectivement cet orgueil de savoir que je suis un militaire, j'ai combattu, je fais la rébellion, j'ai pris le pouvoir, j'ai l'argent avec moi maintenant, j'ai des hommes, je peux faire la guerre, je peux redevenir président. Il oublie que ce qui a fait de lui président, ce n'est pas toute cette force. Ce n'est pas toute cette force. C'est peut-être parce que Dieu voulait qu'il soit président. C'est comme ça qu'il est devenu président. Alors, cette folie des grandeurs, je ne suis pas un prophète, mon frère. Mais je peux te dire que Joseph Kabila, s'il suit les conseils actuels qu'on lui prodigue, il va mal finir. Au lieu de parler en bien de lui, les Congolais seront en train de parler en mal de lui. Il devrait être un monument. Tu vois, à ce moment, les pays en guerre, ça devrait être le premier conseiller du pays. Ça devrait être la personne sage. Regarde Macky Sall au Sénégal. Il se bat pour devenir secrétaire général de l'ONU. Joseph Kabila est encore trop jeune. S'il veut revenir dans une course au pouvoir, reviens de manière démocratique. Tu n'as pas besoin, parce que tu as eu l'argent, que tu as pillé sur la tête de ces Congolais. Tu as eu cet argent, 2 milliards. Tu penses qu'avec l'argent que tu as volé, ni charisme pour devenir président de la République. Personne ne pouvait parier que Kabila ferait 18 ans au pouvoir. Il l'a fait. Dieu l'a accompagné, il l'a fait. Il est sorti du pouvoir de la très bonne manière. Moi, je conseille à notre ancien président de faire une lecture de temps. Tshisekedi n'est pas devenu président parce que lui a voulu ou parce que c'est parce que le peuple congolais a décidé et c'est parce que Dieu a voulu que Félix soit là. Cette aventure va mal se tourner contre Joseph Kabila, qui pense exactement que, avec l'argent qu'il a, avec les armes, avec les hommes qu'il peut manipuler à dessein, il peut encore revenir au pouvoir. Je pense lui dire qu'il se trompe. Merci Donald Kabasele. Je rappelle notre standard, c'est le jour 97 30 50 850. Jour 97 30 50 850. Tungos Masela va nous aider à aller un peu plus au-delà du temps nous imparti, puisque nous avons légèrement commencé, commencé cette émission en retard. Alors nous irons jusqu'à 17h30. Alors, puisque je vais qu'on aborde ici Maître Donald Kabasele et pour parler de Doha, comment est-ce que ça évolue? Avez-vous des informations sur les négociations? À Doha, comme beaucoup d'États amis, le Qatar a voulu effectivement offrir ce bon office. Certainement,
au vu de la position privilégiée que le Qatar a avec le Rwanda, et tout comme la RDC, nous parlons avec le Qatar sur beaucoup d'aspects. Je vous rappellerai qu'on a même, on va dire, de pourparlers sur notre or. On a des sociétés qatariennes qui sont avec nous en pourparlers. Et l'émir du Qatar a voulu entendre les deux parties. Pourquoi pas faire la paix? Ce que le gouvernement de la République n'a pas refusé, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, le président Tshisekedi est ouvert au pourparlers. Sauf qu'il était clair. Il disait, si ces gens qui s'appellent M23 viennent, ils ne sont que de pantins. Ils ont de maîtres à penser qui les envoient. Et le président était disposé à parler avec le maître à penser. Mais comme on a beaucoup d'amis dans le monde, certains ont dit au président, mais écoute, et ils veulent seulement parler avec vous, parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas passer, donc ils restent un peu logiques dans leur manière de faire les choses. Donc ils ont déjà dit que c'était eux les responsables. Ils ne voyaient pas comment vous pouviez parler avec leur maître à penser pour que le maître vienne. C'est comme ça que les équipes gouvernementales ont été effectivement dépêchées à Doha de notre côté. Et les discussions évoluent, mais seulement la RDC ne compte pas transiger ou céder n'importe quoi. C'est simple. Les M23, s'ils veulent qu'on se quitte calmement, ils n'ont qu'à se retirer de position qu'ils occupent. Ça, c'est un préalable. Voilà. Par Kinshasa. Ils n'ont qu'à se retirer de zone qu'ils occupent. On trouve une zone de cantonnement. Dès qu'ils ont posé ces gestes de bonne foi, le gouvernement pourra continuer la suite. Et nous sommes dessus, on ne transige pas. Vous n'allez pas, vous venez, un État voyou derrière vous, vous prenez de pans de notre territoire et vous restez là pour nous obliger à négocier avec vous. Nous apprenons, selon les informations à la disposition de la presse, ces discussions piétinent. Il semblerait que les deux parties ne s'accordent pas sur plusieurs buts. Oui, bien sûr. Parce qu'ils pensent, ils confondent les périodes. Les enchères sont excessives. Mais ce sont des enchères qui vont... vous allez voir, hein, nous sommes un pays, certes, on a un problème au niveau de notre armée qui est déjà en train d'être réglé le plus rapidement possible. Okay? Nous avons beaucoup d'infiltrés, c'est vrai. Nous connaissons beaucoup de situations. On avait un problème d'équipement et tout ce qui va avec. Mais rassurez-vous que nous sommes un État responsable et le président de la République s'est battu nuit et jour pour qu'on donne à nos militaires tout ce qu'il faut pour qu'ils se battent. Vous voyez? Ça, c'est d'une part. D'autre part, on ne confond pas des époques. Il est des époques où, quand Goma a été pris, on pouvait obliger Kinshasa de signer tout et n'importe quoi. C'est ce qui a provoqué l'accumulation de procès-verbaux, de contrats signés, des engagements pris par la République, qui partaient jusqu'à un paiement de 60 millions de dollars chaque mois au Rwanda pour l'effort de guerre, pour décider cela. Le président a dit non, on ne revient pas sur ça. Tout ça, on oublie, c'est déjà passé, mais on doit se parler comme un État responsable. Vous ne venez pas chez moi avec plus de 5000 militaires rwandais et vous me dites il faut les brasser et les mixer, que ça fasse une seule armée. Pas du tout, on sait que ce sont des Rwandais, on a vu que ce sont des Rwandais. Et nous sommes catégoriques. On ne peut pas faire ça. On comprendrait qu'il y ait des combattants congolais qui se battent à main nue, comme on a fait plusieurs fois avec le Maï Maï. Il y a tout un procédé que nous avons mis en place, démobilisation, réinsertion communautaire et tout, tu vois. Un processus qui consiste à démobiliser ceux qui ont pris des armes, trouver un moyen de les réinsérer dans la communauté, leur trouver ce qu'ils peuvent faire. Là, on comprendrait. Mais quand les gens vous disent, nous, on n'a pas besoin d'être démobilisés, on n'a pas besoin d'être réinsérés dans la communauté, nous, on a besoin de rester militaires, mais de faire partie de votre armée. Nous ne connaissons pas leurs intentions. Nous ne connaissons pas ce qu'ils font. Donc, pourquoi les régimes Tshisekedi aiment bien parler, ou soit faire incomber à Joseph Kabila le brassage et le mixage, dès lors que cela était décidé à Sun City?
C'est la relève de l'accord de Saint-Cyr. Voilà, c'est un accord fantôme pour ce pays. Il faut le regretter. Bemba avait ses combattants, Il faut le regretter. RCD Goma avait ses combattants, J'ai et dit tout ça. qu'il faut le regretter. Et voilà ce qui a donné un +4. Il faut le regretter, j'insiste. Pourquoi il faut le regretter? C'est parce que Bemba a ramené des gens avec le soutien ougandais et burundais qu'il avait derrière lui. Il y a Azarias Rouberois qui a amené le pont de Rwandais qu'il y avait derrière lui. Ainsi de suite. Et on a constitué une armée. Cette armée est faible. Après Sun City, combien de brassages et de mixages? Plusieurs. Déjà en 2009, on a décidé qu'on les reprenne avec leur grade. Alors qu'on savait que c'était des Rwandais, des Ougandais, mais qu'on mettait dans notre armée. Aujourd'hui, vous savez, il y a combien de pays qui se battent au Congo? Plus de 10 pays. Je peux vous citer le pays le plus expressif. Il y a le Kenya, il y a des combattants kenyans dans le rang du M23. Rwandais dans le rang du M23. Ougandais dans le rang du M23. Vous voyez? Et il y a d'autres pays qu'on ne veut pas citer ici. Le Kenya qui était Vous comprenez? pourtant un médiateur. Un peu pour vous dire que nous sommes victimes d'une complicité internationale. Alors on veut nous faire gober que maintenant là, réintégrer tout ce genre dans l'armée. Mais on va faire quelle armée? L'armée avec des gens qui ont pris les armes et qui ont tué nos Congolais. Nous on n'est pas comme à l'époque de Joseph Kabila. Peut-être avec Joseph Kabila ils avaient des deals parce que maintenant on se rend compte qu'ils parlent, c'est qu'ils avaient des deals avec Joseph Kabila. Alors, nous, on n'a pas de deals. Nous, on veut garder l'intégrité de notre pays. On veut bien parler avec eux. On veut bien qu'ils soient, peut-être dans une certaine mesure, libres. Dans une certaine mesure, qu'ils récupèrent leurs biens. Dans une certaine mesure, mais on ne peut pas nous obliger, nous, à reprendre les militaires rwandais qu'il y a dans leur rang pour les réintégrer dans notre armée. Ça, le gouvernement de la République a dit non. Et ça, c'est une position d'autorité et de souveraineté qui devrait être appuyée. Alors, le choix de Qatar comme médiateur venait de qui? De Kinshasa? Non, c'est le Qatar, le MIR lui-même. Parce que, écoute, quand on est un pays qui est en conflit, imagine, vous êtes un État frère, vous nous connaissez tous. Vous vous dites, mais écoute, ne vous battez pas. Je parle avec vous et avec les autres. Venez quand même, on parle. C'est comme ça que ça s'est passé. Et on ne pouvait pas refuser. C'était un pays ami, le Qatar. Pourtant, Kinshasa avait refusé lorsque Rwanda avait suggéré, avait proposé le Qatar comme étant médiateur. Non, mais écoute, le Rwanda n'a rien de bon à proposer parce qu'ils sont, en fait, dans leur visée avec les velléités expansionnistes qui ont toujours caractérisé ces petits pays. Ils ont toujours besoin de créer des histoires pour rajouter des zones d'influence et faire leur partition, vous voyez? Donc il n'y a rien de bon qui peut venir d'eux. Mais on veut effectivement qu'on soit devant une personnalité ou carrément un médiateur à qui on parle et qui tient compte de ce que nous, en tant qu'État, on revendique. Alors, dans la capacité, comment entrevoyez-vous l'issue de ce pourparler si jamais les dénouements persistent? S'il n'y a toujours pas de dénouement. Voilà, s'il n'y a pas de dénouement, il y a une option. C'est la guerre que nous sommes en train de faire. Vous savez, nous avons un truc en commun, c'est que nous aimons notre pays. C'est pourquoi, malgré que l'RDC a connu plus de 100 guerres, vous voyez, nous sommes toujours restés un pays uni. Parce que nous avons une population, même quand elle est corrompue, qui n'accepte pas de céder un pan du territoire national. Nous avons ce patriotisme qui nous caractérise. Et il y a des enfants du pays qui sont prêts à mourir pour leur pays. C'est comme ça qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui se sont enrôlés dans notre armée. Vous voyez? Nous avons amélioré les conditions de notre armée. Aujourd'hui, ils ont une solde qui avoisine 500 $. Voyez-vous? Qui avoisine 500 $ avec tous les avantages qu'on y met. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer des armes, et des armes sophistiquées. Nous avons des coopérations par-ci par-là, parce que nous disons, nous n'allons quand même pas laisser notre pays partir comme ça. Ils nous ont toujours fait la guerre, ils ont toujours été des vainqueurs quand ils nous font la guerre, parce que tout ce qu'ils veulent qu'on signe, on a toujours signé. Mais aujourd'hui, on ne l'accepte plus. Nous allons nous battre. Et mon frère, prenons rendez-vous avec l'histoire, le Congo va gagner la guerre, en fin de compte. S'ils ont besoin qu'on parle, on est encore disponible pour parler, mais s'ils ne veulent pas qu'on parle, nous allons nous battre.
Ils marcheront sur nos cadavres s'ils ont besoin de prendre ce pays et c'est les partager comme ils l'entendent dans leur tête. Donc, on ne décolère pas, on ne capitule pas. Je l'ai dit, nous serons aux côtés du président de la République. Vous avez vu pendant le moment où c'était beaucoup plus chaud. Tu m'as vu venir ici à votre émission. Quand tout le monde avait reculé, personne ne voulait parler. Ne voulait parler contre les M23, comme contre l'AFC. Personne. Mais vous m'avez vu venir et dire, nous allons nous battre. Parce qu'il s'agit de notre pays. Et pas d'autre chose, mon frère. Regarde comment l'Israël se bat pour ces terres. Regardez, avec quelle détermination. Mais ils sont au nombre de combien? Vous voyez, ils se battent et ils ne laissent pas un seul périmètre de leur territoire. Je vous rassure, nous allons nous battre dans la cohésion autour du président de la République, commandant suprême. Nous allons soutenir nos militaires, nous allons parler, nous allons conscientiser nos compatriotes, nous allons gagner cette guerre. Avec ou sans discussion avec le M23. Ça, je peux vous le rassurer. Entre le gouvernement d'union nationale et les cours de Doha, qu'est-ce qui va justement ramener la paix? Non, mais écoute, au même moment qu'on parle, au même moment, parce qu'il y a plusieurs fronts, on nous a fait savoir qu'il y en a qui sont mécontents sans prendre des armes. Ils sont peut-être dans l'opposition politique, ils sont dans la société civile, mais ils sont frustrés. On parle avec eux. C'est qu'eux ont pris des armes parce qu'ils sont frustrés. Ils ont besoin de parler avec nous. On parle avec eux. Donc les deux font la même chose, le même objectif. C'est quoi? C'est la cohésion nationale. Ils ont pris des armes parce que c'est l'UDPS qui les a frustrés. Nanga s'est vu ravir ses carrés miniers. Voilà qui lui a poussé à prendre les armes contre la République. Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Alors tout le monde, nous, et quelqu'un qui perd une maison, pour autant, si tu as perdu ta maison, ta parcelle, tu vas aller prendre des armes pour chasser un président. Parce que tu as perdu dans une affaire 100 000 $, tu vas aller prendre des armes pour combattre. Parce que tu as perdu une voiture, tu vas prendre les armes pour te battre contre ton pays. Il n'y a pas de raison de prendre des armes contre son pays. Il n'y a aucune raison. Et Nanga, ce n'est pas à cause de ça. Nous avons vu Nanga gérer plus d'1 milliard de $, pendant qu'il était président de la CENI. Nous avons honte de le dire aujourd'hui, à travers le monde, que nous avons eu un président de la CENI qui est devenu rebelle. Il a organisé des élections. Il a organisé des élections. Ouais. Tshisekedi comme étant vainqueur. C'est ce que j'ai dit. Peu importe. La moralité voudrait qu'une pareille personne se réserve de certaines choses dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qui collent à la peau. Je ne sais pas si les gens ont encore le sens de l'honneur. Apparemment, les ridicules ne tuent plus. Comment, moi, président d'une centrale électorale, devenir un rebelle, aller dans la brousse, utiliser des arguments de lâcheté. Tu sais, les gens qui prennent des armes pour tuer leurs compatriotes, c'est des lâches. Ça veut dire que la parole n'a pas suffi, ils ne peuvent pas parler. Ils utilisent un argument de faiblesse et de lâcheté, qui ça devient un Kalachnikov. C'est la même chose que j'ai dit au président Joseph Kabila, qu'il ne peut pas descendre aussi bas que ça. Il a été président de ces pays, pensant. Un président de la République démocratique pendant 18 ans. Vous ne prenez pas les armes aujourd'hui pour faire la même bêtise. Vous pouvez mourir dedans. C'est possible. C'est pas possible. Merci Donat Kabasele. Je rappelle notre standard, c'est 097 30 50 850 097 30 50 850. Et vous venez sur WhatsApp ou par SMS. On va bientôt lire vos messages. Nous avons parlé de l'imminence du gouvernement d'union dite nationale. Nous avons également parlé de discussion de Doha. Et on a aussi évoqué Joseph Kabila dans cette émission. Parlons maintenant des minerais de la République démocratique du Congo. On s'interroge, quid du deal, mine contre paix, ce deal qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Vous savez, un accord minier entre les deux pays
est actuellement en négociation. Il ne s'agit pas encore d'un contrat déjà signé, mais d'un cadre en discussion destiné à attirer davantage d'investissements américains dans les secteurs miniers congolais. Ce projet s'inscrit, selon l'administration Trump, dans sa stratégie économique pour les continents africains. Mais comment cette initiative est-elle concrètement perçue par les Congolais? Maître Donald Kabassé va nous en dire un peu plus dans cette émission. Déjà, je m'en vais vous poser cette question, Maître Donald Kabassé. Combien gagnera la RDC dans cette vie? Beaucoup. La RDC, nous sommes de ceux-là qui pensent que cette fois-ci pourrait être la bonne. Pourrait être la bonne parce que nous avons connu beaucoup de vagues, des négociations dans ce sens, mais qui n'ont que fait perdre à la République le peu qu'elle pouvait gagner. Je vous rappelle, on est en 1990, lors de la conférence nationale souveraine. Vous avez vu qu'il y avait des partenaires multilatéraux et bilatéraux qui avaient presque obligé le maréchal à privatiser et à céder des actifs miniers à des entreprises privées étrangères. Vous voyez? Et pour ne pas donner à la GECAMINE et aux autres sociétés de droit congolais, de droits aïois de l'époque, on va dire ce qu'ils avaient comme monopole. La guerre était tellement forte avec le maréchal jusqu'à ce que Joseph Kabila avait cédé, on avait accepté de céder nos actifs à des sociétés privées. Parce qu'à l'époque, je vous ai toujours dit qu'on avait des entreprises de l'État qui pouvaient vous faire 500 000 tonnes d'exploitation, mais qui pouvaient contribuer à plus de 70% au budget national. Tu vois, aujourd'hui par exemple, on dit que la RDC a exporté 3,2 millions tonnes de cuivre, vous voyez, qui peuvent nous faire près de 30 milliards de dollars. Mais vous savez que la RDC, quand on parle de la RDC qui a exporté, ce n'est pas la RDC, c'est 8 ou 10 sociétés minières, vous voyez, 10 sociétés multinationales qui ont exporté. Et cet argent ne profite pas directement à la RDC, elle peut profiter à 10 ou 15% au budget national. C'est comme la mine de Roubaïa actuellement, qui ne profite pas au pays. Par exemple, la mine de Roubaïa et tout ce qui va avec. La plus rentable, c'est ça? La plus rentable parce qu'elle détient, on va dire, presque les 70% de cobalt, de cobalt attendu dans le monde. Elle est contrôlée par les M23. Par le M23 et tout ça. Et d'ailleurs, elle fait au M23, avec la petite taxe qu'ils ont imposée, je crois, de $7, ils font 300 000 dollars chaque mois, ne fût-ce qu'avec une exploitation artisanale qui est vue. Mais tout ça est acheté par des sociétés multinationales. Alors, pourquoi je rappelle cette histoire? Parce que je ne veux pas, ça c'est un avis d'expert, comme vous le dites, que nous puissions nous perdre dans ces partenariats et ne pas gagner quelque chose. Moi, je propose plutôt à notre gouvernement, comme je l'ai fait dans le temps, qu'il fallait d'abord voir les zones, identifier nos minéraux, les rechercher. Nous devrions avoir une cartographie qui les valorise. L'autre fois, vous avez révélé ici que notre cartographie n'est pas à jour. Elle n'était pas à jour, mais même si on peut se servir. Elle l'est déjà? Non, elle n'est pas à jour non plus. Ça veut dire, si on peut, avec ce que nous avons, je vous ai dit que nos réserves minières non exploitées représentent presque 24 trillions de dollars. Donc on est à plus de 24 000 milliards de dollars. C'est des réserves non exploitées. Ça veut dire que nous avons encore des actifs qui ne sont pas cédés. Sur ces actifs non cédés, on peut faire un bon deal. Mais comment? Pas avec... j'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'attitude du président de la République par le biais de la dame, comment elle s'appelle, la porte-parole, qui a fait un communiqué pour suspendre les contrats des collaborations avec des cabinets de lobbying. Parce que qu'est-ce qui se fait généralement avec ces sociétés? Ils viennent comme des courtiers, ils gagnent des marchés, ils vont aller peut-être gager ou hypothéquer nos actifs auprès de grandes sociétés qui vont venir, au lieu de passer directement avec nous, qui passent par eux. Ça, c'est déjà
une très bonne chose, parce que ces sociétés minières, il faut reconnaître qu'elles sont cotées en bourse. Elles n'ont pas besoin, surtout qu'on a un risque pays qui est très élevé. Beaucoup de sociétés minières cotées en bourse se disent qu'il y a beaucoup de risques à venir peut-être investir en RDC. Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas tout ça. Mais maintenant que nous avons une garantie par rapport à ces risques pays, la garantie c'est la sécurité des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que toutes les grandes sociétés américaines peuvent cette fois-ci accepter de venir directement signer avec la RDC. Comme Tesla, avec les comment on dit, Microsoft et les autres, ils peuvent directement signer avec nous. J'insiste que j'ai besoin que nous puissions faire une sorte de collaboration qu'on appelle échange actif contre action. Au lieu d'aller dans le sens de vendre le brut, au lieu d'aller dans le sens de leur dire, ben écoute, prenez autant de tonnes de cathodes, allez transformer ceci, cela, disons combien ça représente, valorisons nos gisements, sachant combien ça coûte, prenons de parts sociales dans des sociétés américaines en tant que pays et laissons ces sociétés exploiter. Nous gagnerons au même titre que leurs associés. Par exemple, dans Tesla, si la RDC peut avoir 30% de parts dans Tesla, cela n'empêchera pas Tesla de venir installer ses usines en RDC. Si le risque pays est très réduit avec la présence de la sécurité américaine, nous définissons un contrat à long terme, on garantit les impôts et les taxes, la sécurité et tout, on définit la part que revient à la société et tout, mais qu'on ne s'hasarde pas à parler en termes d'argent, genre ça représente 100 millions, donnez-moi 100 millions. Non, on parle en termes de part sociale à avoir dans ces sociétés, nous ferons une très bonne affaire. Et c'est comme ça que je dis, même par rapport à cet aspect, parce que là je parle beaucoup plus de l'aspect industriel de la chose. Mais l'aspect, par exemple, évacuation, commercialisation, je me dis, on peut passer par certaines frontières, tout comme on refuse de passer par ces frontières. Alors, Donald Kabassé, il y a un deal, une discussion, je veux dire, bien sûr, minerai contre épais entre la RDC et les États-Unis. En même temps, il y a des hommes américains, des hommes d'affaires américains qui sont déjà sur le terrain avec plusieurs sites miniers, notamment à Walikale. Y a-t-il pas contraste? Il n'y a pas de contraste parce que, écoute, tout dépend. Il y a des sociétés qui effectivement achètent à travers le Rwanda. Nous connaissons ces sociétés-là. Ce n'est pas pour rien qu'on avait indexé Apple, tu vois. Ouais. Si on avait indexé Apple, c'est parce qu'on sait que ce sont de grands acheteurs de minerais dans notre pays, mais qui passent par le Rwanda à travers la mafia qu'organise tout ce magouillère. Mais maintenant on dit par exemple, écoute, s'il y a des sociétés qui ont des contrats qui sont corrects, réguliers, ok, on va considérer ce qu'il y a. On va trouver qu'ils ont des contrats, ils ont déjà acquis des actifs, s'ils sont en ordre, ils continuent à être en ordre. On va continuer parce que nous ne viendrons pas arrêter quelque chose qui existe, à part peut-être le processus de réévaluation et tout ça qui peut se faire anytime. À tout moment, on peut toujours, si on est acteur, on est dans un contrat, à tout moment, prévu de mécanismes d'évaluation qui peuvent être ponctuels. Mais moi, je ne parle pas des endroits où ces sociétés américaines avaient déjà des documents. Alors, Donald Kabassé, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission que vous êtes avocat et expert minier en droit minier et de carrière. Dites-nous, quels sont ces minerais concernés par ces deals? Tous les minerais stratégiques, il y en a beaucoup. Il y a le cobalt, il y a le germanium, il y a le lithium, il y a le tantal, il y a les... Donc il y en a tellement, Donc ces minerais-là qui jouent un rôle dans la transition énergétique, économique, même climatique. Même numérique, tu vois. Ça veut dire, pour les Américains, ils ont voulu qu'on ait un partenariat stratégique. Mais mon frère, au lieu que chaque jour, on tue des Congolais et on vole le minerai,
nous perdons doublement. Nous perdons le minerai qu'on nous pille, nous perdons des compatriotes qui ne sont pas en paix. Mais ce deal, il est intéressant parce que, avec les Américains, au vu de leur sérieux qu'ils ont dans les affaires, si les affaires sont faites normalement, ça veut dire que nous aurons la sécurité parce que nous allons coopérer sur ces domaines-là. Nos militaires seront formés, nous aurons l'équipement qu'il faut, nous aurons tout ça qui pourra permettre à nos compatriotes d'être en paix. C'est déjà un gain. Et deuxièmement, ce sont nos minéraux qui seront pris cette fois-là, mais en contrepartie de cette sécurité. Mais qu'est-ce qu'on gagne? On peut gagner en emploi, on peut gagner en installation d'usines, on peut gagner en construction des infrastructures, routières, aéroportuaires, tout ce qui va avec. Vous voyez, ferroviaire même. Parce que pour moi, je considère que comme nous sommes déjà en difficulté avec des pays voisins tels que l'Ouganda et le Rwanda, ok, je proposais qu'on, même s'il était imaginé le cas d'évacuation de brut ou de métaux, j'ai proposé qu'on ne passe pas par le Rwanda, non plus par l'Ouganda, pour ne pas stimuler leur appétit vorace qu'ils ont toujours. Moi, je proposais plutôt que, comme il y a déjà un grand projet, les corridors de Lobito, qui est financé par les gouvernements américains, on peut passer avec ces minéraux qui se trouveraient à l'est, on peut passer par l'intérieur du pays jusqu'à atteindre Lobito. C'est le gouvernement qui mène ces négociations, ces discussions. Mais pourquoi n'y avoir pas associé le Parlement et même l'IGF, si je peux... Non, mais écoute, c'est pas tout de suite qu'on ramène l'IGF. L'IGF, il est beaucoup plus expert dans le contrôle des finances. Là, on est en train de parler de partenariat sur le mine avec des États, un État comme les États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Ça veut dire que, comme je propose ces systèmes économiques, je crois que beaucoup ont déjà parlé sur ça. La proposition d'actifs contre action, tu vois, c'est ce que j'ai dit qui peut être très bénéfique. Mais il y a des experts qui sont déjà désignés par le pays, qui doivent d'abord mûrir la question, présenter l'offre congolaise dans ces négociations. Parce que si ce n'est pas bien fait, on commencera à pleurer comme nous avons pleuré tous les actifs que les TFM, les KCC, les Roachi et les autres ont récupérés à l'époque où le FMI et la Banque mondiale avaient presque imposé à la RDC de céder ses actifs miniers. Aujourd'hui, la conséquence, c'est que nous avons une Gécamine par terre. Une Gécamine par terre. Vous plaidez tout pour la relance de la Gécamine. Mais parce que j'estime que nous devrions avoir une société minière, nous, RDC, au vu de toute la place stratégique que nous occupons dans le monde. On parle du cobalt, on parle du cuivre, on parle du coltan, on parle du lithium, on parle de tout ça. On devrait avoir, on a plus de 4 ou 5 sociétés de l'État. Si je peux parler de la Gécamine, je peux parler aussi de la Sokimo et des autres. Ça veut dire, par exemple, pour l'or, on sait qu'il y a Sokimo qui est là. Vous voyez? Donc, mais on sait qu'au moins dans ce domaine, l'État a un concurrent des multinationales qui peut directement pactiser avec l'extérieur et rapporter quelque chose qui peut aider le pays. À quoi ça va servir? De faire 30 milliards d'exportation alors que l'État congolais n'a touché que 2 milliards. Nous sommes alors que ce sont nos actifs, ce sont nos mines. Ouais. C'est nos mines, c'est nos actifs. Bon, il y a des sociétés privées qui sortent ça, ils gagnent 30, ils gagnent 50 milliards. Mais nous, on gagne combien? On a un budget de 18 milliards, on attend dans le mine 5 milliards qu'on n'atteint toujours pas. Les mines ne savent pas rapporter 5 milliards de dollars. On en a 2 milliards ou 3 milliards qui viennent de mines. Mais pourquoi faire alors que ce sont nos minéraux? C'est comme ça que j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait une Gécamine forte. Parce qu'à l'époque où la Gécamine était forte, elle finançait à elle seule le budget de l'État à plus de 70%. Tu vois? Donc, avec quelques 500 000 tonnes exportées, nous avions au moins 70% de notre budget national. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous dit que TFM a exporté 600 000 tonnes, vous, l'État, vous avez gagné combien dans ça? Et sur le plan international, on dit TFM a fait des exportations d'autant. On ne cite pas la RDC. TFM, Tekin, Fungu, mais on ne cite pas la RDC. Les groupes TFM est cité, mais on ne cite pas la RDC. KCC le fait, c'est la même chose. On ne cite pas la RDC, on cite la société. Mais tout ça, ce sont des sociétés cotées en bourse.
Ils ont des sociétés multinationales qui... Moi, j'aime bien le plan qui a été fait par le président de la République en créant la Société Générale de Cobalt. Tu vois? La Société Générale de Cobalt, par exemple, parce qu'au moins 30% du cobalt brut, et il est fait de manière artisanale. Ne fût-ce que récupérer d'abord ces rejets-là, faire l'artisanal, vous voyez, essayer de contrôler les enfants qui travaillent dedans pour que les enfants ne travaillent plus les femmes enceintes, avec un traitement aussi suffisant. Vous voyez, avec le modèle de la Société Générale de Cobalt, la Gécamine, elle est actionnaire à 95%. À 95%, la Gécamine est actionnaire. L'État congolais est actionnaire à 5%. Vous voyez que quand une pareille société fait des exportations, c'est 100% congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Donald Kabassé, j'aimerais vous poser aussi cette importante question. Comment Kinshasa compte finaliser ces deals au moment où la partie orientale du pays est toujours occupée par le rebelle? Non, mais écoute, ce notaire, même le rebelle qui est là, ils savent qu'ils sont chez nous. Ils vont quitter. Vous voyez? Par bonne foi? Ils vont quitter par force. Ils vont quitter. Nous sommes en train de nous battre. Vous êtes sans ignorer que nous avons déjà récupéré certains territoires. Vous voyez? Les Calais-Centre, les autres, les Kavumo et les autres, on n'est pas là pour faire ce procès, mais nos militaires se battent. Nos Ouazalendo se battent. Cela ne veut pas dire que quand on engage de pourparler, on arrête de nous battre. Pas du tout. Nous avons nos militaires qui se comportent tant bien que mal sur le terrain, mais nous négocions aussi de ce côté. Nous créons des partenariats. Parce qu'il y avait une complicité internationale autour de l'Est, mon frère. Et quand je vous dis que les grandes sociétés, le multinational, étaient derrière les Rwandais pour acheter des minerais. Est-ce que ces deals concernera aussi l'implication militaire des États-Unis dans ces conflits? Mais c'est échange mine contre paix. Ça veut dire la paix, on ne l'impose pas en venant applaudir. La paix, ça se prépare. Comme on dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire que nous nous préparons sur tout le plan. Comment avoir nos militaires à point, comment leur donner la formation qu'il faut, comment leur équiper, comment ils seront formés. Oui, il y a des groupes paramilitaires américains qui sont déjà sur notre sol. C'est-à-dire, c'est la leçon. La priorité, c'est la paix. Et non mine contre infrastructure, comme on l'a vu. Avec par exemple, non, en fait, j'ajoute l'aspect développement. Pourquoi? Parce que même si on sait que la paix représente beaucoup, je ne veux pas qu'on soit en train de brader nos mines seulement pour avoir la sécurité. Parce que l'insécurité peut aussi être causée par la faim. Quand les gens ne mangent pas, quand les gens ne boivent pas, et qu'ils voient qu'il y a des sociétés minières qui exploitent, qui sortent avec des milliards de dollars, ces gens peuvent faire la guerre contre ces sociétés. Vous voyez? Moi, je me dis, oui, la paix, on la veut bien. Nos mines, on peut les échanger contre cette paix. Mais il y a moyen de le faire pour que la population bénéficie de ça. Comment on peut engager des Congolais? Comment on peut construire le pays à travers ces partenariats? Parce que quand vous venez pour ces mines, ce n'est pas pour les ramasser et s'envoler avec. C'est que même quand vous les sortez... En contrepartie de quelque chose. Si, en contrepartie de quelque chose, mais ça doit passer quelque part pour que ça arrive là où ça va. Ça peut créer une valeur ajoutée. Quand ça passe par exemple par le maniement, il peut y avoir des péages que le maniement peut percevoir. Quand ça passe par le Kassai, au Kassai on peut aussi soutirer quelque chose. Ça peut toujours aider à développer l'économie. Ça peut provoquer l'activité. Ça peut créer l'échange d'argent. Et ça peut bénéficier à ce province. Et maintenant, notre cartographie n'est pas à jour, c'est-à-dire le deal sera plus basé... non, nous avons une cartographie faite de manière générale, mais qui est désuète. Parce que il ne faut quand même pas dire que des études menées en 60, renouvelées en 78, vous voyez, avec... parce que quand vous allez au Camille, ils vont vous montrer que ici il y a ça, mais peut-être ils peuvent vous dire ça, ils peuvent vous quantifier
Mais la réalité peut se révéler haute quand vous arrivez sur place. Vous revenez... Parce que sur le mine s'épuise aussi. Ouais, Au fur et à mesure que vous exploitez les mines, ça s'épuise. Ouais. Ça veut dire qu'il faut avoir une cartographie à jour qui vous permet non seulement de découvrir d'autres minéraux, mais qui vous permet de savoir ici, s'il y en avait 200 millions de tonnes, aujourd'hui c'est à combien. Comme ça, vous pouvez, en négociant avec quelqu'un, lui dire qu'ici j'ai autant. Même s'il peut faire une contre-expertise pour certifier, mais vous pouvez être sûr de base beaucoup plus, donc on va dire, de base réfléchie. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Il nous reste très peu de temps. De Kabasele, vous revenez de Paris, vous revenez de la Sorbonne où vous étiez allé poursuivre vos études minières. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, ça c'est beaucoup plus particulier, mais comme vous le savez, je suis chercheur. Donc j'étais dans le cadre de mes recherches. Comme je vais vraiment me perfectionner sur les mines. Il y a des inscriptions qu'on a eues ça et là. Il y a des conférences auxquelles nous sommes conviés. Vous voyez, c'est comme j'étais à l'IESEG, c'est vers la Défense, Paris La Défense. C'est un quartier beaucoup plus d'affaires. Vous voyez, ils organisent dans leur école de management des filières qui sont liées à tout ce qu'on fait là. Donc il y a eu des formations, des conférences auxquelles nous avons participé. On a eu des séminaires à la Sorbonne et tout. Donc on est de retour au pays, donc on doit toujours se battre pour que nous ayons le meilleur. Comment on pourra le partager avec notre pays.